Bienvenue à la version 3e millénaire du cours d'introduction à la carte du monde. Ce cours que j'assure à l'Université Laval depuis 1970, nous l'avons tourné pour la télévision en 89 alors qu'il a été diffusé à compter de 90 avec des retouches au fil des années. Nous l'avons reconstruit intégralement en 1995 pour une diffusion qui a commencé en 1996 et nous commençons donc aujourd'hui la 3e édition. Ce cours vise à parcourir le monde, mais d'une façon structurée, d'une façon à la carte. C'est-à-dire que le choix des sujets revient à moi et je reviendrai sur cette question plus tard. Aujourd'hui, nous allons donc présenter l'ensemble du cours en répondant d'abord à une question: de quel monde allons-nous parler? De quelle carte s'agira-t-il? Nous allons ensuite expliquer le sens du cours, c'est-à-dire sa signification, mais aussi la direction que nous allons prendre pour le parcourir. Sens dans le sens de signification, dans le sens de direction. Et bien sûr la manière, c'est-à-dire quels sont les outils, les idées essentielles que nous allons utiliser et évoquer. Nous allons bien sûr, ce faisant, être obligés de faire des impasses, c'est-à-dire de laisser tomber certaines régions du monde. Il est impossible dans un parcours de 13 jours, même pas 80 jours, de 13 heures, pardon, de parcourir le monde entier. Il y aura donc des mondes oubliés. Mais nous allons aussi beaucoup évoquer le monde des livres. Je vais donc ici, aujourd'hui, résumer quelque peu les principales sources qui peuvent vous permettre de poursuivre ce cours, tant dans la lecture que ce qu'on appelle ici la toile, c'est-à-dire le web. La poursuite du cours, c'est aussi les exigences que devront rencontrer ceux qui s'inscrivent au cours et la façon dont ils vont devoir se préparer pour rencontrer ces exigences. Et je vais terminer en insistant sur la définition de la géographie que je défends depuis au moins 2 décennies, à savoir qu'il s'agit bel et bien d'une philosophie de la Terre habitée, mais qui est aujourd'hui de plus en plus confrontée, comme tous les habitants de la planète, avec les caractéristiques, conséquences, bons et mauvais côtés de la mondialisation. Quel monde allons-nous parcourir? Quel monde allons-nous étudier? Et de quelle carte allons-nous faire usage? Quel monde? Celui où l'humanité joue sa partition. C'est un peu l'image que j'aime à employer. C'est-à-dire donc le théâtre où se déroule cette pièce. Quelle carte? Celle qui exprime le mieux cette partition, celle qui donne la meilleure interprétation de cette pièce. La carte des États, la carte de leur formation, de leur histoire, des résultats obtenus, n'est-ce pas? C'est-à-dire les paysages et tout ce qui les anime. Ceci dit, la géographie du monde, elle peut être abordée d'abord sous un angle physique, c'est-à-dire qu'on peut d'abord regarder la carte du monde qui illustre les grands paysages physiques, les réseaux de montagnes, la morphologie, le soubassement de cette morphologie, c'est-à-dire la carte géologique. On peut aussi regarder la carte du climat ou des climats à diverses échelles, à l'échelle du monde, à l'échelle de chacune des grandes régions. On peut aussi regarder le monde de plus près en regardant la répartition de la population, c'est-à-dire la carte démographique ou les cartes démographiques, l'évolution dans le temps et dans l'espace de cette répartition. On peut aussi bien sûr regarder ce qui anime cette population, c'est-à-dire les échanges, la carte économique, la carte des ressources, de la répartition de celles-ci, des échanges de ces ressources, bref, la carte des réseaux. Et ces réseaux d'échanges, ce sont aussi des réseaux non seulement qui voient passer des biens, des productions, mais aussi des idées. Il y a des grands réseaux historiques qu'on pourrait qualifier de fondateurs, des routes, la route de la soie par exemple, qui a relié l'Europe à l'Asie, ou plus exactement le bassin méditerranéen à la Chine, et le long de laquelle de grands événements se sont déroulés, des échanges essentiels d'idées et de biens ont été accomplis. On peut penser à la route des épices, à la route de l'encens, à la route du sel, aux routes du sel. On peut penser aux pistes caravanières, en Afrique notamment, aux grandes routes qui ont emprunté ces pistes caravanières, des routes modernes, qui ont, par exemple aux États-Unis, les trails qui ont été éventuellement des pistes caravanières à l'échelle historique et qui sont devenus le lieu d'établissement, par exemple, des chemins de fer transcontinentaux. On peut penser aux réseaux portuaires et puis surtout, ce que j'appelle des réseaux permanents, de véritables fils conducteurs, souvent structurants, les grands fleuves.
On peut aussi penser à l'échelle très contemporaine au réseau d'échange des biens tels que les céréales, tels que le pétrole. Les routes du pétrole sont importantes dans le monde, elles sont structurantes elles aussi. Des biens peut-être plus pointus comme l'or, mais aussi fondamentaux. Il y a des réseaux d'échange de l'or dans le monde. Et s'agissant de réseaux, il y a bien sûr ceux des télécommunications, ceux des autoroutes de l'information qui deviennent de plus en plus essentiels aux échanges entre les diverses composantes de l'humanité. Mais il y a aussi, finalement, bien sûr, la carte politique, celle des États, celle des régions qui composent ces États et celle des ensembles d'États, l'Europe, par exemple. Donc, de quelle carte s'agira-t-il? D'abord, la carte politique. Celle des États qui sont devenus depuis longtemps le premier principe de l'organisation du monde et qui le demeurent malgré l'importance croissante des réseaux, malgré l'importance croissante de la mondialisation de certains de ces acteurs, en particulier les transnationales, les multinationales qui font souvent fi des États. Ce sont quand même les États qui continuent à englober les principaux principes de reproduction de l'humanité. Ce sont les États qui assurent l'éducation, ce sont les États qui protègent la santé, ce sont les États qui donc souvent sont à la base de ce dont se servent les réseaux, qui eux contrôlent la production. Mais il reste que les hommes et les femmes sont d'abord organisés à l'intérieur de communautés dont le principal regroupement, ce sont les États. Ces États ont une géographie qui est souvent bien sûr partagée. La géographie partagée au niveau morphologique, les grands ensembles, les grands bassins, les grands fleuves, les chaînes de montagnes, les types climatiques, les espaces désertiques. Il y a plusieurs pays qui partagent certains déserts, n'est-ce pas? Et surtout les grands bassins fluviaux. L'humanité est bien sûr organisée en États qui ont donc une géographie qui leur est spécifique et qui est souvent partagée. D'où l'importance que nous allons accorder à la géographie des grandes régions et à la géographie des États. Cette carte des États, rappelons-le, c'est quand même celle qui bouge le plus. Regardez la carte politique au début du troisième millénaire, comparez-la à celle de 1990, notamment en Europe. Regardez celle de l'Afrique en 1960, regardez celle du monde en 1945, avant la Deuxième Guerre mondiale en 1939, etc. Bon, vous allez voir que la carte politique du monde, finalement, elle bouge beaucoup. C'est une carte, reconnaissons-le, qui est largement influencée par le poids et le dynamisme croissant des réseaux. Donc la carte des États est de plus en plus soumise aux réseaux. La nature des États même est influencée par les réseaux, qui sont de plus en plus mondiaux. Mais le fait demeure, à condition bien sûr de tenir compte de ces réseaux, qu'un examen du monde qui passe par la carte des États demeure sûrement l'un des plus utiles. C'est donc convenu, nous allons examiner la géographie des États et des grandes régions de leur rassemblement. Combien de telles régions allons-nous examiner? Ici, le critère est simple, c'est celui du calendrier dont nous disposons. Nous avons encore 12 rencontres devant nous. Nous allons donc diviser le monde en 12 grands morceaux. Il s'agira de continents tels que l'Afrique ou de quasi-continents tels que l'Amérique dite latine. Il s'agira de regroupements d'États tels que l'Europe que j'appelle ici à l'ouest, tels que l'Asie du Sud-Est. Il s'agira dans certains cas, dans 2 cas, d'États en tant que tel, à savoir les États-Unis dans un moment et ensuite le Canada. Mais la façon dont nous allons aborder les uns après les autres n'est pas arbitraire. Il y a un sens, il y a une direction dans laquelle nous allons procéder et cette direction, elle a une signification. Rappelons qu'il y a un objectif fondamental à travers toutes les leçons, à savoir l'identification d'éléments structurants, de fils conducteurs, d'idées essentielles autour desquelles on peut construire la géographie d'une région. Et bien sûr, ici, très souvent, les grands bassins fluviaux ou les grands processus de formation des États seront privilégiés. Tout cela pour assurer les fondements d'un apprentissage autonome. Quand on a une idée clé, quand on a un principe structurant, quand on a un fil conducteur, on peut réfléchir, on peut engraisser, si vous me permettez l'expression, la géographie d'une région. Le choix, bien sûr, de ces éléments structurants et des éléments parallèles, c'est moi-même qui vais l'assurer. S'il s'agit d'un menu à la carte, je vous l'ai laissé entendre, et c'est ici, moi, qui suis le chef de ce menu. Le principe fondateur du sens que nous allons donner, de la direction que nous allons suivre, c'est celui de la mondialisation, dont l'Europe a été le principal moteur à l'échelle historique. Du 16e au 20e siècle, les aventures des Européens ont
rassembler de plus en plus les éléments de la planète. Les Européens ont été les premiers responsables de la progression des liens mondiaux. C'est d'abord, bien sûr, l'Europe à l'ouest, c'est-à-dire des pays tels que le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre, la France et les Pays-Bas qui ont été les plus impliqués dans cette affaire. Nous allons donc d'abord commencer par cela, pour ensuite passer à l'Europe centrale, l'Europe au centre, plus fermée, séparée sur le plan géopolitique pendant un bon moment de l'Europe à l'ouest, mais dans un contexte où la réunion s'accentue. On va ensuite progresser plus à l'est encore, vers la Russie, qui est une projection européenne en quelque sorte, mais qui se projette elle-même sur des marges asiatiques, ce qui va nous permettre de parler des anciens voisins de des anciens camarades de cette Russie à l'époque de l'Union soviétique. C'est ce que j'appelle ici les marges. Ensuite, nous allons regarder la projection européenne américaine, c'est-à-dire donc les États qui ont été en bonne partie formés par les Européens en Amérique, les États-Unis d'abord, qui ont été en quelque sorte un relais politique de l'Europe, de cette Europe qui, rappelons-le, était à la recherche de l'Asie. Ensuite, le Canada, le voisin, sinon à certains égards une annexe des États-Unis, mais qui lui résiste bien au plan culturel. Il y a donc une distinction fondamentale. Et bien sûr, l'Amérique dite latine, qui est une projection européenne, et aussi yankee, à bien des égards, puisque cette Amérique latine fait souvent partie du glacier américain. Meilleur exemple, le Mexique. Nous allons ensuite passer dans un monde de moins en moins européen, à savoir d'abord l'Afrique, qui représente un retour vers le vieux continent de notre part, et ici la connexion, ce sera le trafic triangulaire contrôlé par les Européens. Pour ensuite passer au monde asiatique proprement dit, avec le Moyen-Orient, qui est en quelque sorte le noyau, la charnière des relations entre l'Europe et l'Asie, fondamentale donc, que nous allons appeler le cœur du monde. Ensuite, l'Asie des moussons, c'est-à-dire l'Asie du Sud, centrée sur la civilisation indienne, sur l'Inde donc. Plus à l'est encore, l'Asie orientale, l'Asie dite de l'Est, centrée sur la civilisation chinoise, sur le monde chinois et sur ses rejetons, qu'il s'agisse du Japon ou de la Corée. Et puis finalement, de l'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire une véritable projection tropicale des deux Asies précédentes, la chinoise et l'indienne, pour ensuite terminer notre boucle avec le grand océan, l'Océanie, qui est en quelque sorte le dernier élément de l'intégration tardive à la mondialisation, une intégration très forte qui va nous permettre de boucler la boucle. La manière utilisée pour donner un sens à ce parcours, ce sera de procéder à des études systématiques à l'aide de thèmes récurrents, à des études spécifiques à certaines régions, et puis au recours à ce que j'appelle ici des thèmes transversaux. L'étude systématique par le recours aux thèmes récurrents, ce sont bien sûr les éléments suivants. La formation des États. On va beaucoup privilégier la formation des États, par exemple, comment les États-Unis, comment la Russie se sont formés territorialement. Nous allons privilégier l'étude des grands paysages, qu'il s'agisse des grands reliefs ou même et surtout des grands bassins fluviaux, et surtout des âmes de ces grands bassins fluviaux, c'est-à-dire les fleuves, ces fils conducteurs, ces éléments structurants, ces épines dorsales de la géographie du monde. C'est le cas du Danube, du Rhin, de la Volga, du Mississippi, même du Mackenzie jusqu'à un certain point, de l'Amazone bien sûr, du Nil en Afrique et du Mékong en Asie. Les pays et les régions, nous n'allons pas bien sûr les parcourir tous, nous allons en privilégier quelques-uns. À l'échelle de chaque chapitre, par exemple, nous allons accorder de l'importance à l'Allemagne, au cœur de l'Europe, à la Californie, lorsque nous allons regarder les États-Unis, au Nigeria, le poids lourd de l'Afrique. Nous allons aussi, bien sûr, examiner de près le système urbain, les réseaux de villes, en privilégiant l'étude des métropoles, telles que Londres, telles que Chicago, telles que Montréal, telles que Hanoï, ou même Sydney. Nous allons suivre un cheminement qui va nous permettre de construire et d'habiter la carte de chacune des grandes régions que nous allons examiner. Nous allons aussi procéder à des comparaisons entre les régions que nous allons étudier, avec des rappels fréquents de ce qui a été dit au sujet de l'Europe lorsque nous allons parler de l'Amérique et vice-versa. Nous allons recourir à des thèmes spécifiques. Ainsi, lorsqu'on parlera de l'Afrique, on privilégiera les déserts et l'importance des grands fleuves, alors que lorsqu'on parlera de l'Europe, privilégier les déserts, ce n'est pas très approprié. On va parler ici, on va privilégier l'examen de l'intensité des héritages historiques. Au sujet du Moyen-Orient, bien sûr les déserts, mais aussi les fondements
de l'histoire de ce rôle de noyau qu'a joué le Moyen-Orient dans l'histoire du monde, et puis bien sûr des ressources pétrolières. Alors que lorsqu'on regardera l'Asie de l'Est, le monde chinois, on privilégiera l'examen de l'industrialisation et des pôles industriels. On est ici dans une des dernières frontières du monde industriel. Et puis finalement, les thèmes transversaux, c'est-à-dire ceux qui nous permettent de réunir les régions, j'en reparlerai un peu plus tard. Bon, quels outils allons-nous utiliser pour réaliser ces études systématiques, récurrentes ou autres? D'abord, un renvoi fréquent à la carte, essentiellement par le biais de l'infographie. Nous allons évoquer des notions essentielles, des mesures essentielles, la dimension des territoires, la dimension des populations et surtout la densité des populations, tout comme la proportion des territoires qui sont mis en culture. Le niveau de développement de l'agriculture est souvent un indice de la maîtrise du territoire. Ce n'est pas le seul, mais c'en est un. Quelques exemples. Le Canada, avec ses 10 millions de kilomètres carrés, a une population faible, de l'ordre de 30 millions d'habitants. Donc, à peine 3 habitants au kilomètre carré, un territoire qui n'est cultivé qu'à 5 %. Alors qu'un pays comme la France, c'est 35 % du territoire qui est cultivé et la densité de la population est de l'ordre de 100 habitants au kilomètre carré, ce qui n'est finalement que le tiers de la densité de la population du Liban, un petit pays de 10 000 kilomètres carrés. Un pays comme le Bangladesh, le plus densément peuplé du monde parmi les pays de dimension importante, 900 habitants au kilomètre carré, 64 % du territoire qui est cultivé. Le Japon, une densité quand même très forte pour un pays relativement étendu, près de 400 000 kilomètres carrés, 330 habitants au kilomètre carré, mais un territoire peu cultivé, ce qui a des conséquences, on le verra lorsqu'on parlera du Japon. On étudiera aussi, sinon de façon systématique, de façon fréquente, la question des ressources, les forêts, les hydrocarbures, les principaux minerais. On évoquera bien sûr les principales caractéristiques industrielles et socio-économiques à l'aide notamment d'indices tels que le PIB, le produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse créée, qui correspond à la valeur ajoutée de tous les secteurs de l'économie d'un pays. L'indicateur de développement humain, l'IDH, qui est un indice composite qui comprend notamment l'espérance de vie, niveau d'alphabétisation et bien sûr le PIB, produit intérieur brut per capita. Nous allons aussi et surtout accorder beaucoup d'attention aux thèmes physiques structurants et fondamentaux, sans bien sûr verser dans le déterminisme. Ce n'est pas parce qu'il y a peu de pluie qu'un pays est nécessairement dépourvu d'agriculture. Ce n'est pas parce qu'un bassin est dépeuplé ou qu'un bassin est traversé par un fleuve très riche, comme l'Amazone, qu'il est dépeuplé. Il l'est en fait pour des raisons historiques, pour des raisons de civilisation. Inversement, il y a des bassins qui, contrairement, sont très densément peuplés. Bon, peu importe. Nous allons évoquer les grands reliefs, c'est-à-dire ceux qui sont dus à des cycles orogéniques, les grands plissements. Nous allons bien sûr évoquer les boucliers anciens, du type des boucliers précambriens australiens ou canadiens. Les bordures plissées, telles que les Appalaches, des plis calédoniens, ou les plis hercyniens qui ont donné l'Oural. Toutes choses qui résultent dans des massifs usés, peu élevés, arrondis. C'est le cas des Appalaches et de l'Oural, mais qui sont aussi, ces massifs anciens, et même les boucliers anciens, des lieux de ressources, de minerais notamment. Très différents des chaînes alpines qui sont plus élevées, qui résultent de plissements beaucoup plus récents, de l'ère secondaire et tertiaire, sur une période de presque 225 millions d'années, et qui sont rassemblés selon deux grands axes, ces chaînes alpines. L'axe mésogéen, qui s'étale donc des rives de l'Atlantique, comprenant donc l'Atlas d'Afrique du Nord, et puis bien sûr les Pyrénées, et puis si vous suivez avec les Alpes, si on va un peu plus vite, le Caucase, les massifs iraniens, et si on va jusqu'à l'Himalaya, on se rend éventuellement jusqu'aux rives du Pacifique. Et là, on rencontre l'autre axe, l'axe péripacifique, sur chaque rive, versant américain comme versant asiatique, qui se rejoignent donc dans le sud-est asiatique. Où là, justement, tout cela est animé par le volcanisme. On accordera de l'importance à l'évocation de ces volcans, à leur localisation, notamment dans cette ceinture de feu du Pacifique. On évoquera les séismes, on évoquera les formes volcaniques, y compris les caldeiras, les grabens et les horsts. Les grabens, ce sont ces vallées d'effondrement, telles que la plaine d'Alsace, telles que la grande vallée d'effondrement d'Afrique orientale. Les horsts, ce sont ces massifs rehaussés, tels que la forêt des Vosges, le massif des Vosges et le massif de la Forêt-Noire, de part et d'autre de cette vallée d'effondrement, de ce graben, qui représente la plaine d'Alsace. Et puis, bien sûr, le massif du Ruwenzori, le horst le plus spectaculaire probablement au monde, en Afrique orientale. On évoquera des questions climatiques, la pluviométrie en particulier. On évoquera surtout les centimètres de pluie. On parlera bien sûr des déserts, on parlera des typhons, on parlera aussi et surtout des grands fleuves. Important pour l'agriculture, important comme lieu de rassemblement des populations, important au point de vue économique, transport, énergie, etc. On évoquera leur débit, leur vie en quelque sorte, leur rythme.
en mètres cubes secondes, c'est-à-dire la quantité d'eau qu'ils débitent, ces fleuves. On évoquera les étiages, c'est-à-dire les périodes de débit faible et les périodes de crue, les périodes d'inondation, les périodes de maximum. Et on rappellera à quel point les fleuves sont importants au point de vue géopolitique, notamment à titre de frontière. Le monde est bien sûr immense par sa géographie, par son histoire, par ses populations, par son dynamisme. Il est donc impossible de traiter de tout cela en quelques 12 rencontres. Je rappelle qu'il y a quelques 200 États souverains dans le monde, qu'il y en a à peu près 25 qui sont des États sous tutelle, qu'il y a des dizaines de milliers de villages, des milliers de villes dans le monde, qu'il y a plus de 6 milliards d'habitants au début du troisième millénaire, que cette population croît au rythme d'environ 1,3-1,2% par année, c'est-à-dire à peu près 80 millions de personnes de plus à chaque année. Bon, bref, il est impossible de parler de tout cela. D'où l'importance de la méthode à la carte dont j'ai parlé, c'est-à-dire où il y a un choix, mais un choix qui est, comment dirais-je, fécond, espérons-le, dans la mesure où il permet d'élargir le propos. Chaque chapitre, donc, sera constitué d'essais qui seront non exhaustifs, bien sûr, sur des thèmes spécifiques. L'objectif, bien sûr, je le rappelle, est d'utiliser des thèmes structurants, des thèmes évocateurs, des thèmes donc originaux, mais aussi féconds. Ceci dit, il y aura nécessairement des oublis, ou, comment dirais-je, des choses qui seront négligées. Dans chaque leçon, dans chaque continent, dans chaque région, pour chaque pays, il y aura des oublis, donc. Ainsi, au chapitre de l'Europe, on parlera très peu de l'Espagne, de l'Italie ou même de la Scandinavie, non pas par mépris, bien sûr, pour de tels beaux sujets, mais parce qu'on n'aura pas le temps d'aborder toutes ces régions. République tchèque, Slovaquie, l'Ukraine, en Amérique, la Floride ou le Texas, ça serait bien de parler du Texas, mais enfin, on n'aura pas vraiment le temps. Même le Québec, on n'en parlera pas assez. Nicaragua, Colombie, Venezuela, le Chili, au point de vue politique si intéressant, on en parlera peu finalement. Le Maroc, le Congo, cet immense pays au cœur de l'Afrique, l'Angola, on en parlera peu. Syrie, Liban, ce tout petit pays si riche avec l'histoire de la Phénicie, on en parlera peu. L'Iran, on en parlera assez peu aussi, la Mongolie, la Birmanie, enfin il y a bien des pays, la liste est longue, que nous n'aborderons que de façon très succincte. Il n'y en aura pas assez non plus sur les questions de géomorphologie, sur les questions d'économie. Il y a bien sûr il y a des villes importantes qu'on évoquera à peine. Il n'y aura finalement même pas assez sur chacun des pays traités. L'Allemagne, on en parlera pendant 10 minutes, on pourrait en parler pendant des heures. Il n'y en aura pas assez non plus sur un bon nombre de peuples, en particulier les peuples sans État, tels que les Kurdes. Il y aura même ce que j'appelle une impasse quasi totale sur les espaces océaniques. Enfin, pas tous. L'Océanie, le Pacifique, on en parlera quand même un peu. On parlera aussi de certains phénomènes climatiques propres aux océans tropicaux. Je pense bien sûr aux tempêtes tropicales qui mènent vers les typhons, n'est-ce pas? Mais ceci dit, l'océan Atlantique en tant que tel, la géographie de l'océan Indien, qui sont à la fois des lieux, des forums de plus en plus, qui sont des lieux de parcours, on en parlera finalement très peu. L'océan Arctique, avec son 18 millions de kilomètres carrés, lieu du PAC, le PAC de glace, n'est-ce pas? Au plan de l'équilibre écologique de la planète, il est fondamental. On n'aura pas le temps d'en parler beaucoup, de ce lieu peu arrosé, mais quand même ressource en eau, essentielle. Le continent antarctique, encore moins, avec ses 14 millions de kilomètres carrés. Là, il s'agit d'un continent, aux 2 tiers recouvert de glace, qui représente un enjeu géopolitique. Il y a des revendications ici. Des pays riverains tels que le Chili, l'Argentine, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont des revendications sur ce territoire. Et ils sont aussi présents les pays qui ont été la patrie de grands explorateurs, tels que Amundsen, donc la Norvège, tels que Scott, donc le Royaume-Uni. Cet Antarctique est le lieu de stations scientifiques où sont donc présents les Américains, les Russes et les Français. Bref, il y a un grand nombre de lieux apparemment vides, mais qui en fait ne le sont pas, qui sont souvent des lieux de ressources, des ressources potentielles, dont nous parlerons finalement assez peu. Ça concernera aussi ces impasses des mers intérieures. Il aurait été important, ou enfin, disons, utile de parler de la Caspienne, de parler de la mer Noire en tant que telle, de parler finalement de la géographie des Grands Lacs. Mais enfin, tous ces sujets que nous ne pouvons aborder, ils peuvent faire bien sûr l'objet de lecture de votre part, de ce que j'appelle la poursuite du cours, dont nous parlerons bientôt.
Le cours qui vous est présenté ici est bien sûr fondé dans des voyages de terrain. Il y a un certain nombre des lieux dont je vais vous parler que j'ai eu l'occasion de fréquenter, mais il est aussi et surtout fondé dans les livres, bien sûr. L'objectif réel d'ailleurs du cours est de vous inciter à connaître le monde, de vous inciter au goût du monde, de vous inciter à la gourmandise. Une gourmandise qui se gère, qui se planifie, qui devient gastronomique, à la carte, quoi. Et puis aussi qui a un objectif émancipatoire. Je reviendrai sur cette question un peu plus loin. À cette fin, il y a donc d'abord un manuel qui accompagne le cours et qui bien sûr le dépasse dans la mesure où bien des éléments qui y sont évoqués ne sont pas couverts dans le cours. Un cahier d'exercice ensuite qui complète à la fois le manuel et bien sûr le cours. On en reparlera de ça aussi. Et bien sûr, s'agissant de géographie, des atlas, dont le grand atlas de Böck-Westphal qui est à utiliser en annexe en quelque sorte avec le manuel et le cahier. On reviendra sur ces questions-là. Mais au sujet des atlas, il y en a bien sûr une panoplie considérable. Les atlas sont les dictionnaires de la géographie en quelque sorte. Il y a des atlas mondiaux classiques, de très grands, de très lourds, hein, comme celui qui est produit par le National Geographic, comme ceux qui sont produits par le Reader's Digest, ceux qui sont produits par Rand McNally, avec leur version plus modeste. S'agissant des atlas de Rand McNally, il y a l'atlas Goods, mais enfin en anglais ces atlas. Il y a bien sûr des atlas mondiaux thématiques, des atlas de l'économie du monde, des atlas de la géographie physique du monde. Il y a des atlas nationaux ou régionaux, comme l'Atlas du Canada, y compris l'Atlas historique du Canada. Et s'agissant d'atlas historiques, il y en a d'excellents, comme l'Atlas de Hachette ou celui de Larousse, géré par l'historien Duby, ou un atlas spécialisé de l'Atlas historique de l'Asie du Sud-Est, qui est excellent, produit par Brill. Bon, et des atlas stratégiques qui sont très à la mode, ou qui l'étaient en tout cas. Et il y a bien sûr les cartes topographiques, les cartes urbaines. Ceci dit, des évocations de sources utiles à ce cours, il y en a dans des bibliographies, dans le manuel et dans le cahier, surtout bien sûr dans le manuel. Je me permets ici d'évoquer des grandes collections comme la Géographie universelle en 10 volumes, qui est évidemment une formidable ressource pour connaître le monde. Des collections spécialisées publiées chez des éditeurs tels que Masson, par exemple sur le Brésil ou sur l'Asie du Sud-Est, aux presses universitaires de France, chez Nathan, des petits livres par exemple sur Singapour et la Malaisie, bon, des dictionnaires de géographie. Il y en existe plusieurs types. Je disais que les atlas sont les dictionnaires de la géographie, mais il y a aussi des dictionnaires du langage géographique ou même des dictionnaires des États, dictionnaire géopolitique des États publié, dirigé par Yves Lacoste, y compris le dictionnaire de géopolitique tout court. Les mots de la géographie, il y a un véritable dictionnaire de la géographie dirigé par Brunet et quelques autres. Et puis des livres qui se disent dictionnaires des pays, comme le Grand Livre du Monde, publié par Reader's Digest, traduit en français, comme l'Atlas encyclopédique mondial. Ce sont un peu des dictionnaires des États, pas du tout géopolitiques, mais qui rassemblent beaucoup d'informations sur chacun des États du monde. Et puis, bien sûr, les grands livres de référence, les grandes encyclopédies, les deux principales étant celle dite universaliste et la Britannica. Et puis des petits ouvrages annuels, des ouvrages de consultation, de référence, tels que l'État du monde, qui est probablement le meilleur, qui est très utile, que je vous recommande, y compris pour l'actualité ou enfin pour les bilans politiques annuels. Les images économiques du monde, aussi excellents sur le plan justement économique. L'Atlas Éco, qui est utile mais peut-être à utiliser avec plus de prudence. Parce que, quelles que soient les sources que vous consultez, il faut le faire avec prudence, il faut vérifier, il faut comparer, il faut revérifier des sources, en particulier les publications annuelles. Parce que ceci dit, presque tous les livres du monde qui traitent du monde peuvent être utiles à la poursuite ou, comment dirais-je, à l'encadrement de ce cours-ci. Ça peut comprendre les récits des grands explorateurs. Moi, personnellement, je trouve ça très fécond, ces récits-là. Même ceux qui sont très anciens, comme le voyage autour du monde de Bougainville, que celui-ci a rédigé après son tour du monde qui a duré 3 ans, 1766-69, un livre formidable, qui a d'ailleurs été un livre très important dans l'histoire du monde. Une grande influence en Europe à l'époque, un peu avant la Révolution française. Les récits de Darwin, Voyage of the Beagle et de Wallace,
The Malay Archipelago, 100 ans plus tard à peu près, dans les années 1860. Là aussi, des livres très influents et des livres qui sont encore très agréables à lire. Puis bien sûr, il ne faut pas dédaigner les guides de voyage, les guides Michelin, les guides bleus, beaucoup plus approfondis. La collection Lonely Planet, la majorité des titres ont été traduits. Certains des guides de Fodor aussi sont à recommander. Et puis bien sûr, une chose que personnellement je privilégie, les romans. Qu'il s'agisse des grandes fresques des auteurs russes, de celles de James Clavell, notamment sur le Japon ou sur Hong Kong, ou de celles de James Michener, notamment sur l'Afrique du Sud, de Covenant. Ce sont des livres qui, pour faire parcourir l'histoire et la géographie de pays, en particulier les livres de Michener, sont, à mon avis, tout à fait recommandables. Et puis, il y a les livres de ceux qu'on peut appeler les bourlingueurs. Bien sûr, Blaise Cendrars, qui a écrit un livre qui s'appelle Bourlinguer, mais aussi des auteurs aussi formidables que Jack London, que Joseph Conrad, que Joseph Kessel. Conrad pour se promener sur les océans, London pour se promener dans le nord canadien, Kessel pour se promener un peu partout dans le monde, et puis bien sûr Henri de Montfray pour se promener dans l'océan Indien et la mer Rouge. Des auteurs tels que Orwell, sur la Catalogne, sur la Birmanie, Hemingway, un peu du même calibre, des auteurs très dramatiques, Anthony Burgess, sur bien des régions du monde, l'Afrique, le Sud-Est asiatique, et puis ce que j'appelle les 3 M. Paul Morand, La route des Indes, un tout petit livre, mais magnifique. Venise de Paul Morand, Venise au pluriel. Somerset Maugham, des nouvelles extraordinaires, là aussi pour le domaine asiatique et même un peu européen. Et puis Farley Mowat, l'autre 3e M dans mon esprit, ce formidable romancier du Grand Nord canadien qui est un peu le Jack London moderne. Parlant d'auteurs modernes, Paul Theroux qui nous fait parcourir très souvent par chemin de fer des espaces magnifiques, le Transsibérien, l'Express de Patagonie, les grands chemins de fer sud-est asiatiques. Et puis Tiziano Terzani, un auteur italien qui écrit en anglais, qui est aussi un digne représentant des auteurs modernes qui font voir le monde. Il ne faut pas dédaigner, enfin pour ma part je ne le dédaigne pas, le monde des bandes dessinées, les classiques en particulier, qui ont souvent une valeur d'évocation. Plusieurs des auteurs de bandes dessinées sont ou étaient des gens très cultivés. Il faut penser à Tintin, bien sûr, à Lucky Luke. Les travaux de la série Corto Maltese, ce n'est pas bien sûr des sources scientifiques, mais ce sont des sources qui permettent de circuler et qui donnent souvent des repères. Bien sûr, s'agissant de repères là, très contemporains pour l'actualité, les journaux et périodiques, les hebdomadaires, les mensuels, Le Monde, probablement le meilleur quotidien qui soit, à mon avis, Le Monde diplomatique, un excellent mensuel, des publications telles que le Far Eastern Economic Review, qui est un hebdomadaire excellent pour l'ensemble du domaine asiatique, des Economist qui publient à Londres, et puis bien sûr, tant qu'à y être, pourquoi pas, le cinéma, la télévision, ou quelquefois des grandes fresques, notamment sur les grands paysages, donnent le goût de voyager, surtout le goût de lire, parce que bien sûr, ce qui est évoqué au cinéma, ça a souvent besoin d'être nuancé, d'être situé. Donc, recours à la carte toujours, le recours incessant à la carte, aux atlas, et s'agissant du cours, à votre cahier d'exercice, parce que finalement, les livres sont irremplaçables, les livres sont indispensables au cheminement personnel, au développement de l'imagination. C'est souvent par le livre qu'on se développe le goût de vérifier, le goût d'approfondir. Puis pour ceux qui n'ont pas le temps ou les moyens de naviguer, il y a une forme de lecture qui n'est pas à dédaigner non plus, c'est celle de la toile. On peut bourlinguer et naviguer sur la toile, sur le web. On y reviendra d'ailleurs à l'usage que l'on peut en faire pour ce cours. Suivre ce cours, ça ne veut pas seulement dire le suivre à la télévision. Vous avez quand même une responsabilité, une poursuite du cours à réaliser, c'est-à-dire un travail personnel. La véritable participation, donc, c'est celle-là pour vous. Ça nécessite, je vous le recommande fortement, de compléter les exercices de votre cahier d'exercices avant le cours à la télé. Il faut aussi le lire dans le manuel avant de venir le lire à la télé. Avant de venir m'écouter, il est important donc d'avoir complété les exercices, par exemple, avant qu'on parle de l'Afrique, qui concernent l'Afrique. Avant d'écouter le cours sur l'Europe, de, par exemple, faire la carte
compléter la carte qui concerne le cœur industriel de l'Europe. Parce que si vous avez bien complété cette carte, lorsque nous allons faire le parcours du Rhin ensemble, dans le cadre du cours télévisuel, vous serez beaucoup plus à l'aise, vous serez mieux préparé à faire ce parcours. Lorsque l'on parlera du Caucase, si vous avez fait l'exercice qui concerne le Caucase, et je vous signale tout de suite que le Caucase est compliqué au plan géopolitique, vous serez mieux préparé pour suivre ma présentation ici. Lorsque nous parlerons du Sahel, si vous avez fait l'exercice qui concerne le Sahel africain, vous serez mieux préparé. Lorsque nous traiterons de la Chine, et là, vous avez besoin d'être bien préparé parce que je présume que vous ne connaissez pas toujours très bien les noms des provinces et des villes de Chine. Il est donc important d'avoir parcouru, complété même les exercices qui concernent la répartition des villes chinoises. Ainsi, vous serez mieux préparé à faire le parcours ou à suivre l'évocation des villes chinoises que je serai appelé à faire. La toponymie, donc, aussi, de bien d'autres régions du monde n'est pas évidente pour tous. Par exemple, dans les îles du Pacifique, si vous avez fait les exercices qui concernent la Micronésie, la Polynésie et la Mélanésie et les îles qui composent ces grands ensembles, lorsque j'en parlerai ici, vous serez beaucoup plus à l'aise pour me suivre, en quelque sorte. Si vous ne faites pas ces exercices, si vous ne lisez pas les chapitres qui concernent les cours qui sont donnés à la télé, vous allez moins en profiter et même vous allez peut-être avoir de la difficulté, vous allez peut-être être obligé de décrocher et donc de ne pas profiter du cours. Ceci dit, il n'y a pas que cela dans les cahiers d'exercice, à savoir les cartes à compléter. Il y a aussi de riches dossiers statistiques sur chacun des pays concernés, des données sur les populations, sur les territoires, sur les densités, sur les espaces cultivés, toutes choses que j'évoque assez souvent dans le cours, mais là, c'est donné systématiquement pour chacun des pays de l'Afrique, de l'Amérique latine, du Moyen-Orient, etc. Des données sur la croissance démographique, sur l'espérance de vie, sur l'indicateur de développement humain, des données économiques, sur le produit intérieur brut, des données sur le chômage, sur la dette extérieure. Il y a même dans le cahier d'exercice des tableaux sur les comportements hydrologiques des principaux fleuves du monde. Il y a même dans le cahier d'exercice des tableaux concernant les provinces ou les États des principaux États du monde. Toutes choses donc qui s'ajoutent à l'information qui est évoquée ici et à celle qui est contenue dans le cœur de vos cahiers ou du manuel. Je rappelle aussi qu'à la fin de chaque chapitre du cahier d'exercice, il y a un exercice donc, qui vous incite systématiquement à consulter l'atlas, dans la mesure où pour répondre aux questions qui y sont posées, qui concernent par exemple la pluviométrie, qui concernent par exemple les ressources économiques, qui concernent les répartitions de population, si vous avez consulté l'atlas ou si vous avez même bien regardé les dossiers statistiques du cahier lui-même, vous êtes en mesure d'y répondre. Vous voyez, toutes ces choses-là sont rattachées les unes aux autres. Il faut donc apprendre à mettre le nez, si je puis dire, dans l'atlas, à consulter un atlas. Un atlas est un dictionnaire, c'est en quelque sorte l'un des dictionnaires de la géographie. Je l'ai déjà dit, je le répéterai. C'est fondamental d'apprendre à consulter un atlas et à l'exploiter au maximum, à savoir lire les cartes morphologiques, les cartes climatiques, économiques, historiques même, les plans de ville, les cartes régionales, les cartes mondiales, toutes choses qui sont d'autant plus efficaces si aussi vous apprenez à consulter le web. S'agissant des conditions du cours, là, ici, ça peut vous être utile. Pour consulter le guide pédagogique, vous pouvez le faire en consultant le web. Pour consulter la fiche calendrier et la fiche horaire, vous consultez le site web de ce cours. Vous pouvez y accéder à un forum de discussion. Un code vous sera remis à ceux qui s'inscrivent au cours pour pouvoir accéder à ce forum de discussion. Tout le monde aussi peut accéder à la foire aux questions, ce qu'on appelle le FAQ. Ça vient de l'anglais, Frequently Asked Questions, en français, la foire aux questions. Ceci dit, bien sûr, ce cours fait l'objet d'une évaluation. Vous allez avoir des examens à passer, ou plus exactement des essais à compléter à 2 reprises. Enfin, tout cela est expliqué dans le guide pédagogique. Pour bien se préparer à ces 2 évaluations, il y a 4 étapes importantes à respecter. Bien sûr, suivre le cours. Deuxièmement, lire le livre qui est en partie différent, je vous le signale. Certains des sujets qui y sont traités ne sont pas abordés dans le cours télévisé et vice-versa. Par exemple, les villes, dans certains cas, on traite de Londres au chapitre de l'Europe à la télé, on traite de Venise dans le livre, on traite de Chicago à la télé, de New York dans le livre. Etc. Il y a des thèmes aussi carrément qui ne sont pas abordés ou que j'effleure à peine. Le transsibérien, je le nomme, je l'évoque rapidement dans le cours télévisuel, mais dans le livre, il y a un petit chapitre qui le concerne. Les pays sur lesquels je me concentre à la télé, l'Allemagne par exemple au chapitre de l'Europe, ne sont pas
traité en détail dans le livre. C'est la France qui est traitée un peu plus. C'est Israël au chapitre du Moyen-Orient, alors qu'à la télé, je parlerai surtout de l'Irak. C'est le Bangladesh qui est un des pays dont je parle, en plus bien sûr de l'Inde au chapitre du monde indien, alors qu'à la télévision, dans le manuel, le pays qui est privilégié, c'est l'Afghanistan, etc. Il est donc important d'avoir complété les exercices idéalement au complet. Avant le cours sur l'Afrique, avoir complété l'exercice sur l'Afrique. Avant le cours sur le monde chinois, avoir complété les exercices sur la Chine, le Japon, etc. Et bien sûr, avoir consulté la toile si vous avez besoin de renseignements sur le fonctionnement du cours. L'examen, donc, revenons-y, non seulement faut-il s'y préparer, il faut savoir que les questions qui vous seront posées sont des questions généralement de synthèse. Ça nécessite donc que vous développiez la capacité d'établir des recoupements, d'établir des relations, de réfléchir sur les sujets. Je vous donne un exemple facile. On peut vous demander, par exemple, de comparer le cours du Mississippi au cours de la Volga. J'aurais parlé de la Volga dans la leçon qui concerne la Russie, j'aurais parlé du Mississippi dans la leçon qui concerne les États-Unis. On pourra vous demander de comparer le parcours de ces deux fleuves sur 3 ou 4 points de vue. Selon 3 ou 4 points de vue, et ça vous amènera donc à réfléchir, à faire plus que simplement répéter ce que vous avez lu dans le livre ou écouter à la télé. Ça nécessite donc que vous lisiez non seulement le manuel, que vous parcouriez les atlas, que vous lisiez les atlas. Il faut se préparer à voyager, n'est-ce pas? Le voyage, c'est quelque chose qui se prépare avec intelligence. Ça vous est sûrement déjà arrivé de visiter une ville ou un pays et vous dire, bon sang, j'aurais dû lire plus sur ce pays, sur son histoire, sur sa géographie, avant de venir. Bon, c'est un peu la même chose aussi après avoir visité un pays, vous avez envie de lire un peu plus sur ce pays. C'est un peu la façon ou l'esprit de ce cours. Parce que la géographie, c'est quelque chose qui s'accumule, c'est un savoir qui sert à quelque chose, c'est un savoir qui émancipe, ce n'est pas un savoir occasionnel, il résulte d'un désir de savoir, de comprendre, et ça se fait sur la durée. En 1976, sous la plume du géographe Yves Lacoste, paraissait un livre intitulé « La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre ». Un livre qui a fait couler lui-même beaucoup d'encre, qui est d'ailleurs reparu dans les années 80. Soit la géographie, ça peut servir aux états-majors qui font la guerre, mais c'est en fait beaucoup plus qu'un seul savoir stratégique. La géographie, en fait, c'est un savoir total qui est aussi vieux que la présence de l'homme sur la Terre, dans la mesure où les premières interrogations des hominidés, et puis éventuellement de l'Homo sapiens, ont concerné la nécessité de comprendre et de gérer éventuellement le monde dans lequel l'Homo sapiens s'est développé. Où, comment se rendre aux ressources, comment en revenir, comment se déplacer. La géographie, ça sert donc à se repérer sur la Terre, à s'ouvrir sur le monde et donc à le comprendre. Ça sert à donner, je l'ai dit, des repères, mais aussi des échelles dans le temps, des échelles dans l'espace. Geos Graphos, description de la Terre. On dit souvent la géographie, c'est la description de la Terre. Soit, mais c'est aussi beaucoup plus. C'est un moyen de répondre à des interrogations permanentes concernant pourquoi y a-t-il des habitants dans telle ou telle région, pourquoi n'y en a-t-il pas, pourquoi dans telle région parle-t-on telle langue, pourquoi dans telle région fait-il beau, fait-il mauvais. Ce sont là toutes des questions auxquelles la géographie doit contribuer à répondre. Seul possède le savoir qui possède des questions. Cette interrogation socratique, ça s'apparente beaucoup à ce que la géographie doit faire. Elle doit poser des questions pour comprendre la Terre habitée, pour construire la mémoire de la Terre habitée, pour la structurer, cette mémoire. Et la mémoire de la Terre habitée, elle passe par celle de ceux et celles qui ont habité la Terre avant les hommes, avant l'humanité, avant les hommes et les femmes. Par exemple, les forêts. Les forêts ont une mémoire. Lorsqu'on étudie les forêts, on peut essayer de reconstituer une partie de l'histoire du monde, quand on étudie les arbres en particulier. La mémoire des sociétés est bien sûr une chose à laquelle la géographie peut contribuer. Elle qui, au fond, constitue, je me permets de le dire, la philosophie même de la Terre habitée. Rien de moins, la géographie. On dit aussi que la géographie, donc, c'est une science synthèse, c'est une science carrefour, soit, mais c'est beaucoup plus. C'est une science qui est marquée par l'indispensable sagesse d'une science humaniste, mais une science humaniste qui conserve le culot d'être terre à terre, ce qui est assez rare chez les sciences humanistes. C'est une science terre à terre
qui a aussi le culot d'être humaniste. Et je vous rappelle que l'humanisme, c'est ce qui garantit, ou ce qui recherche en tout cas, l'épanouissement et l'émancipation des personnes dans un contexte où les communautés, les États et même la mondialisation pèsent très lourd sur le sort des personnes. Ce serait donc une erreur que de réduire la géographie à un savoir instrumental, ce qui est assez fréquent. Bien sûr, il y a des éléments de la géographie, des chapitres de la géographie, des outils du géographe qui, comme dans toutes les autres sciences que je qualifie de totales, peuvent devenir des savoirs instrumentaux. La connaissance d'un lieu, la connaissance d'un mécanisme, la connaissance d'un mécanisme d'érosion, d'un mécanisme de pollution, d'un mécanisme de gestion du territoire, toutes choses qui peuvent relever de la géographie, peuvent devenir des savoirs instrumentaux. Comme dans toutes les parties de la biologie, de la physique et de l'histoire, il y a des savoirs qui peuvent être confisqués. Mais il y a des sciences pilotes au-dessus de tout ça, des sciences repères, des sciences phares qu'on ne peut pas confisquer, des sciences qui sont au-delà de tout soupçon en tant que sciences, des sciences qui sont d'une certaine façon à la portée de tous, mais qui sont tellement riches et tellement complexes qu'elles ne sont à la portée de personne, ou enfin d'aucune personne seule. Personne ne peut confisquer de tels savoirs. Bien sûr, il faut qu'il y ait un fractionnement opérationnel de la recherche. Pour étudier la forêt, pour comprendre la forêt, il faut étudier les arbres. Mais il faut se rappeler que l'étude d'un arbre, ou même de 10 arbres, ou de 1000 arbres, ne saurait tenir lieu de sciences forestières. De la même façon, donc, la géographie n'est pas la seule somme de l'étude de chacune des parties du monde. Ce n'est pas la somme des savoirs géographiques que la géographie, c'est une appréhension totale du monde. Elle ne saurait bien sûr exister sans qu'on en rassemble les parties, mais sa somme est beaucoup plus considérable que la simple addition de ces parties. Je tiens à réaffirmer, à rappeler, à réaffirmer qu'on ne peut, autant on peut confisquer un savoir instrumental, on peut confisquer une formule mathématique, on peut confisquer, voler une formule génétique, on peut confisquer à un usage exclusif une carte, mais on ne peut pas confisquer un savoir global, on ne peut pas confisquer la science mathématique, personne ne peut s'approprier la biologie ou la physique, au même titre que personne ne peut s'approprier la géographie. C'est un savoir total, c'est un savoir global. Et donc, il est toujours dangereux, il faut toujours se méfier de réduire, ou il faut se méfier de ceux qui veulent réduire, qui veulent faire de la géographie un savoir uniquement instrumental, qui veulent la réduire à sa seule fonction instrumentale ou à l'une ou l'autre de ses fonctions instrumentales, c'est la connaissance d'un lieu, d'un processus, d'une ville, parce que la géographie, je le répète, je le répéterai souvent, est un savoir humaniste, est un savoir émancipatoire, d'autant plus essentiel, d'autant plus indispensable que les habitants de la Terre ont à composer avec la mondialisation et qu'à cet égard, dans cette affaire, la géographie est essentielle. Comme toutes les sciences de la société, la géographie a à composer de plus en plus avec les conséquences et l'intensité croissante de la mondialisation. À savoir les interdépendances entre les parties du monde qui ne cessent de se développer, de s'intensifier. Bien sûr, la mondialisation est un processus fort ancien, d'ailleurs assez difficile à définir. C'est un processus en tout cas virtuel dans l'histoire du monde, dans la mesure où toutes les communautés ont cherché à connaître leurs voisines, ont cherché à étendre leur réseau. Rappelez-vous ce que nous avons évoqué dans notre introduction, à savoir que nous allons regarder la géographie et l'histoire. L'histoire a contribué à former la géographie du monde. Rappelons-nous Alexandre le Grand, nous allons en parler. Alexandre le Grand qui a réalisé un grand périple dont un des résultats a été d'accroître les liens entre le monde méditerranéen et le monde indien, et le monde de l'Asie centrale même. C'était donc un des éléments du développement de la mondialisation. Les grandes expéditions européennes, à commencer par le grand voyage de Marco Polo, et bien sûr toutes les grandes explorations qu'ont menées les navigateurs européens, essentiellement au XVIe, au XVIIe et au XVIIIe siècle, ont considérablement accru les liens entre les diverses parties du monde.
Il y a des routes qui se sont développées, qui ont contribué à la mondialisation, comme la route de la soie, bien sûr, la route de l'encens, etc. Tous les grands itinéraires, tous les grands réseaux ont été des éléments de la mise en place de la mondialisation, c'est-à-dire de l'accroissement des liens entre les diverses parties et les diverses communautés qui forment le monde. Il faut se rappeler qu'il y a eu une époque où on parlait du commerce lointain, c'est-à-dire un commerce qui s'exerçait entre des communautés qui ne se connaissaient pas et où donc la différence entre les prix était phénoménale. Pensons au poivre au Moyen Âge, qui venait donc essentiellement des épices que les Occidentaux ne connaissaient pas dans le sud-est asiatique, où là le poivre ne coûtait pas cher, bien sûr. Au Moyen Âge en Europe, à l'époque de Charlemagne, le grain de poivre valait presque son pesant d'or. C'était un produit de luxe, parce que bien sûr le coût relatif était inconnu. Les Européens ne savaient pas ce que ça valait le poivre dans le sud-est asiatique. L'un des processus fondamentaux de la mondialisation, ça a été d'équilibrer les échanges, d'équilibrer les prix, de réduire au maximum le coût de la distance. Et ça, c'est fondamental pour comprendre le développement du capitalisme. La nature du capitalisme repose sur son expansion permanente, sur la nécessaire expansion des marchés, sur la nécessaire pénétration des marchés. Il y a une réduction permanente qui est recherchée, une réduction nécessaire qui est recherchée des coûts. Cet accroissement est d'autant plus indispensable qu'il est nécessaire aux profits lesquels, par définition, ne doivent que s'accroître. Bon, pour le meilleur et pour le pire. Dans cette affaire, les communications jouent un rôle crucial. Dans cette affaire, les répercussions s'amplifient, elles deviennent de plus en plus rapides. La mondialisation est dynamique, elle est dynamique par essence, elle est devenue un facteur de plus en plus influent et il est important de la comprendre, ne serait-ce que pour la gérer, pour la contrôler, pour en réduire les effets négatifs, pour en fait essayer de mettre l'accent sur seulement les effets positifs. À cet égard, et pour cette raison, nous allons consacrer à chacune de nos leçons, et ça c'est un élément nouveau dans ce cours, ce que j'appelle un module transversal à caractère mondial. On prendra des thèmes spécifiques à des régions, mais on les élargira à l'échelle du monde. Quand on parlera de l'Europe, bien sûr, Europe oblige, on va parler de la mondialisation et de son origine. On va montrer combien l'Europe s'est implantée partout dans le monde, mais aussi combien l'Europe a recueilli des éléments du monde. Comment, dans la géographie de l'Europe, il y a des marques qui sont liées à l'histoire de l'expansion coloniale de l'Europe. On va regarder notamment à cet égard, un sujet qui peut paraître un peu secondaire, mais qui, à mon avis, est fondamental, celui de la viticulture dans le monde, la mondialisation du vin. C'est quand même un aspect positif de la mondialisation que celui du développement de cette industrie que j'espère personne ne pourra remettre en cause, du point de vue en tout cas de ce que ça représente comme élément de civilisation. Quand on regardera les États-Unis, on regardera bien sûr les États-Unis dans le monde. On fera la carte de la présence américaine dans le monde et des types des réseaux et de points de contact que contrôlent les États-Unis dans le monde. Ça nous amènera à parler aussi des réseaux migratoires, de montrer à quel point les migrations sont importantes dans la formation des États, dans la constitution du tissu démographique de pays tels que le Canada. À cet égard, on parlera même d'une diaspora tout à fait cruciale dans l'histoire du monde et en particulier dans l'avenir du monde, à savoir la diaspora chinoise, la présence des minorités chinoises dans un grand nombre de pays dans le monde, la genèse de cette distribution et son dynamisme. Au point de vue économique, on regardera le pétrole dans le monde. C'est bien sûr un des éléments fondamentaux de la mondialisation dont a besoin l'industrie automobile. On fera donc aussi un module consacré à l'industrie automobile. Celui du pétrole sera ancré dans le Moyen-Orient, celui de l'automobile sera ancré dans l'Asie de l'Est et plus exactement au Japon. On parlera aussi de certaines des conséquences assez problématiques de la mondialisation, notamment la déforestation, la pression qui est exercée sur les forêts tropicales, lesquelles sont largement en péril dans toutes les régions du monde et en particulier dans le sud-est asiatique. On parlera même des tempêtes tropicales. Vous me direz que ça a quoi à voir, les typhons, les ouragans et les cyclones avec la mondialisation. Ça a à voir avec ceci, à savoir que l'impact de ces tempêtes tropicales transformées en typhons est d'autant plus grand que la mondialisation contribue à la destruction d'une bonne partie du couvert forestier et que donc les pays frappés par les typhons dans les régions tropicales, par définition, sont beaucoup plus vulnérables. Bref, on aura développé l'idée du caractère indispensable de la compréhension des échelles d'analyse, de l'emboîtement des échelles, des effets positifs, négatifs et pervers
dans certains cas, de la mondialisation. Pour comprendre le monde, il faut savoir composer avec la mondialisation. Pour composer avec la mondialisation, il faut savoir l'étudier. Composer avec est à ce prix, et la géographie a un rôle à jouer en ce domaine.